Eh ben enchanté, merci à tous de nous joindre pour ce webinaire. Donc aujourd'hui, on a fait venir la RATP, on présentera voilà qui sont nos invités juste après, pour faire un retour d'expérience en fait sur la collaboration qu'on a pu mettre en place depuis maintenant un peu moins d'un an, et notamment sur comment via cette collaboration, voilà, ils ont mis en place un système de déploiement des innovations qui allie notre technologie et l'ergonomie et qu'on a jugé vraiment efficace et dont on souhaitait du coup faire partager le, le type de fonctionnement pour d'autres clients. Alors, donc avec vous aujourd'hui, en fait, on sera 3 personnes à présenter. Donc, je commence par Nicolas, qui est le responsable du programme NTAP, donc un des programmes de l'innovation chez la RATP, qui est vraiment justement en charge de mettre en place et d'intégrer des matériels de type exosquelette ou autre. Nicolas, je te laisserai te représenter après. Également Johanna Dian, avec qui on travaille vraiment au quotidien, qui va être à la fois ergonome et chef de projet innovation. Donc, c'est vraiment elle sur le terrain qui va également déployer et l'idée ces projets. Et puis moi-même qui ai accompagné la RATP sur toute la technologie Moten et notamment toutes les données qu'elle permet de générer. Alors, ce qui nous fait venir aujourd'hui, ce qui nous a donné l'idée de ce webinaire, en fait, c'est qu'on a vu un constat vraiment de manière quasiment systématique ou du moins très fréquente chez nos autres clients, c'est qu'il y a une très grande difficulté en fait dans le déploiement d'un exosquelette à acter tout simplement de son déploiement ou non. Ce qu'on a vu en fait, ce qui fait souvent perdre du temps sur des projets exosquelettes qui pendant plusieurs mois voilà, vont un peu osciller sur est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, c'est vraiment qu'on a du mal à formaliser un go-no-go. On prend plusieurs exemples. Il y a un exemple qui est assez marquant d'un de nos clients qu'on a accompagné, qui en un an, sur une problématique précise, avait testé plus d'une dizaine d'exosquelettes sans finalement, au bout d'un an, savoir statuer sur est-ce qu'il y en a un qui se tâche du lot, est-ce que même il y en a que je dois écarter, parce qu'il y avait peut-être des tests un peu trop ponctuels, sporadiques, qui n'étaient pas intégrés dans une vraie démarche globale. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir à d'autres échelles, mais qui est vraiment un phénomène très, très récurrent et qui, du coup, aujourd'hui, constitue clairement une problématique puisque on sait que le sujet exosquelette est quelque chose de très à la mode, on va dire en vogue en ce moment. Et du coup, il y a beaucoup de choses à tester, beaucoup de choses sur le marché possible. Et donc, il y a une nécessité quand même d'aller assez vite et de ne pas non plus tergiverser pendant des mois et des mois sur l'intégration ou pas. Typiquement, la démarche avec la RATP qu'on va vous présenter par la suite, nous, on pense qu'elle est assez robuste et surtout qu'elle est efficiente. Quelques chiffres clés pour appuyer ce que je viens de dire. Ça fait donc 9 mois qu'on a initié le partenariat entre Moten Technologies et la RATP. On vous décrira de quoi il est fait. La RATP travaille quand même avant Moten, bien sûr, sur ces problématiques-là. Et en 9 mois, ce qu'on a pu voir, c'est que la RATP a apporté 6 projets d'intégration d'exosquelettes avec la spécificité que c'est des projets pour des activités différentes. Donc là, on ne parle pas on teste 6 exosquelettes pour une même activité. C'est bien 6 projets complètement différents. Certains pour des activités de maintenance sur du transport roulant, d'autres pour aider à de la manutention, d'autres pour aider à du portage. Voilà, des projets très différents, donc sur lesquels on ne peut pas forcément capitaliser systématiquement de l'un à l'autre. Et sur ces 6 projets portés en 9 mois, ce qui est quand même déjà un sacré nombre, en fait, il y a toujours une prise de décision qui est systématique. C'est-à-dire qu'on a toujours vu que la RATP était capable assez vite de se positionner en disant tiens, on va continuer le projet, on va aller plus loin, ou alors de dire non, finalement, cet exosquelette, il répond pas aux besoins de nos activités ou à nos attentes, et on va le déprioriser. Donc voilà, l'idée de la présentation aujourd'hui, c'est de vous montrer comment en fait la RATP arrive à avoir ces résultats-là et d'aller plus en détail de leur mode de fonctionnement. Alors, je vais laisser là-dessus la main à Nicolas et Johanna. Je vous laisse peut-être vous représenter au passage. Mais en tout cas, en introduction, voilà ce que on voulait vous dire, c'est que la RATP, elle a réussi à faire ça. Nous, on pense que la grande force, c'est qu'elle a fait se rejoindre 3 mondes qui sont l'innovation, l'ergonomie et la data. Et donc, je vous laisse Nicolas et Johanna expliciter comment vous avez mis ça en place et qu'est-ce que vous prenez, on va dire, comme élément de chacun de ces 3 mondes. Donc du coup, merci Paul pour cette introduction. Alors, à la RATP, on a 4 programmes d'innovation stratégique. Donc, on a tout ce qui est nouvelles technologies d'assistance physique et robotique que je vais décrire plus précisément. On a un programme d'intelligence artificielle, un programme autour de la Smarter City et un programme au niveau du véhicule autonome.
Donc, chaque responsable de programme est responsable d'un pôle, en quelque sorte. Et donc, moi, en l'occurrence, dans mon pôle, j'ai une équipe qui est pluridisciplinaire avec des chefs de projet et des ergonomes, parce qu'en fait, un programme, c'est un portefeuille de projets. Donc, dans ce programme qui s'appelle le programme Nouvelles Technologies d'Assistance Physique, on déploie au sein de tout le groupe RATP. Donc, RATP avec les BU et les business units, units et les filiales. On déploie différents types de technologies, donc à savoir les exosquelettes dont il est question aujourd'hui, les cobots, les robots et aussi tout ce qui est réalité augmentée et réalité virtuelle. Et donc, en fait, on manage tout un tas de projets d'innovation autour de ces technologies. Et notre mission, c'est de les amener à industrialisation, donc de tester, d'essuyer un peu les plâtres autour de leur déploiement et ensuite de créer des organisations qui sont autonomes dans l'utilisation de ces technologies. Pour ça, on a besoin de méthodes. Et donc, dans un premier temps, quand on réalise nos projets d'innovation, on va faire de la veille. Donc, c'est ce qu'on a fait pour les exosquelettes, quand on s'est inscrit à l'AFNOR. On a eu besoin à ce moment-là d'un retour d'expérience parce qu'on ne savait pas grand-chose sur les exosquelettes. Donc, il a fallu qu'on se dote d'outils pour savoir comment on les déploie, comment on objective nos projets, qui travaille autour de cet écosystème projet. C'est pour ça qu'on a construit une méthode autour de cette innovation. Donc, cette méthode, elle a inévitablement besoin d'expertise. Et ici, en l'occurrence, pour les exosquelettes, ce sont des ergonomes. On a besoin d'objectiver nos projets de déploiement des exosquelettes. Bon, comme la plupart des personnes qui sont ici, voilà, on est soumis à des services financiers qui nous demandent du retour d'investissement, qui nous demandent quels sont les impacts de ce type d'innovation. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'indicateurs pour objectiver justement le déploiement et l'intégration de ces technologies. Dans ce cadre, on se tourne vers des sociétés comme Moten, pour quantifier en fait l'impact que peuvent avoir ces technologies sur le long terme sur nos mainteneurs. Et donc, on recueille tout un tas de données à travers les tests d'exosquelettes que l'on mène. Alors, au début, dans notre angle d'attaque, on est peu gourmand en termes de ressources, donc on fait des POC, des Proof of Concept, qui sont peu gourmands en termes de personnes, de moyens financiers. On fait des tests sur 2-3 agents quand on teste un nouvel exosquelette. Et puis petit à petit, quand on voit que les résultats sont satisfaisants, qu'on obtient une tendance qui est positive, on augmente le nombre de personnes, une quinzaine environ, entre 15 et 20 agents sur un exosquelette donné. On a plus de données, on recueille beaucoup plus de data. Et après, on a en capacité de savoir si oui ou non la technologie elle est adaptée au poste de travail concerné, sur lequel on a déployé l'exosquelette. Et après, on fait une industrialisation beaucoup plus large. Donc voilà, c'est un écosystème assez rigoureux qu'on a déployé dans ce cadre-là. Je ne sais pas si Johanna, tu prends après. Ouais, merci Nicolas. Ce que finalement tu décrivais là, par systématiser les étapes et les phases. Alors c'est un peu là ce qu'on a mis sous le nom de démarche test and learn. Et nous c'est vrai qu'on trouvait que c'était intéressant de le souligner parce que ici il y a vraiment chez vous le fait de dire on va d'abord faire des petits tests comme tu l'as dit sur 3 opérateurs facilement. On va pas forcément attendre et lancer un gros projet tout de suite de mesure dans le temps, vingtaine d'opérateurs, etc., qui prendrait des mois. On va déjà se forger un premier avis. Et ça, c'est un peu un écueil qu'on a vu chez d'autres clients qui cherchaient parfois à mettre tout de suite en place en fait un énorme projet, alors qu'ils sont même pas sûrs finalement que les exosquelettes apportent quelque chose et qui, du coup, au bout de 6 mois, vont avoir une première réponse qui peut être déceptive parfois, ou en tout cas pas tout à fait concluante, et qui ont un peu perdu 6 mois, quoi. Donc là, c'est vrai que ça, c'est dans la façon dont vous procédez. Je pense qu'il y a une grosse force là-dedans de vraiment faire de la mesure étape par étape. Johanna, tu voulais compléter cette partie-là? Je pense que tu as dit. Ouais, juste ce point, effectivement, il est très important parce que quand on a tout un tas de projets et qu'on on lance pas mal, ça permet aussi le fait d'être très peu gourmand en termes de ressources au début, ça permet en fait de lancer plein d'expérimentations parce que les statistiques au niveau des projets d'innovation, c'est 80 à 90% des innovations ne donnent pas suite en général. Donc autant partir avec très peu de moyens, très peu de ressources pour être très rapide et lancer plein de choses au début. Ouais, tout à fait.
Il y avait peut-être un deuxième, du coup, un deuxième ingrédient un peu de ce modèle de fonctionnement NTAP qu'on voulait souligner, c'était la partie gouvernance, que nous, on juge voilà, très complète et surtout à haut niveau, dans le sens où elle est suivie par la direction. Je te laisse peut-être pareil, Nicolas, dire, Ouais. expliciter ce qu'il y a derrière cette gouvernance. Alors, avant d'attaquer la gouvernance, je rappelle juste donc du coup l'angle d'attaque parce que c'était une démarche test and learn. J'appuie juste avec un exemple concret. Donc en fait, pour une expérimentation d'exosquelette, on gère ça en 3-4 phases. La première, c'est tout ce qui est analyse du besoin. On fait un diagnostic. On regarde on fait une expression de besoin, un cahier des charges. On regarde ce qu'on va tester. Donc, au début, on ne gère pas ça avec les équipes de production. On commence à mailler notre projet, à construire le planning, les différentes phases, etc. Et après, on se lance. Donc, on teste une technologie sur 2-3 opérateurs qui partent en visite médicale, qui vont justement tester la nouvelle technologie et avec qui on va réaliser des mesures biomécaniques. En l'occurrence, La visite médicale. pardon? Je vais peut-être expliquer la visite médicale. Oui, vas-y, tu veux. En fait, dans le cadre de nos expérimentations, on fait une visite médicale aux agents volontaires. Donc, nous, on est basé sur le volontariat. On n'impose pas les dispositifs, on fait une présentation à l'ensemble des métiers présents sur le site concerné et on leur laisse une quinzaine de jours pour revenir vers nous avec un nombre de volontaires. Sur l'étape 2 que présentait Nicolas, on est sur 2-3 volontaires sur le site seulement, puisque le but, c'est d'obtenir juste des tendances. Ces volontaires partent en visite médicale puisque en fait, on va faire des mesures biomécaniques et on va avoir besoin de comparer les agents entre eux et pour cela, on limite le biais dans nos mesures et du coup, on demande à la médecine du travail de vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication au port de l'exosquelette et du coup, c'est juste une attestation qui nous dit: «Non, il n'y a pas de contre-indication, ils peuvent participer à l'expérimentation». Ça nous permet aussi d'intégrer la médecine du travail dans l'ensemble de nos projets et par ailleurs, ça permet dans l'analyse vraiment des résultats, de la data, de pouvoir les comparer entre eux. Je te laisse continuer sur Ouais, donc effectivement, voilà, il y a 2 types de mesures qu'on réalise dans le cadre des projets qui sont très importants. Donc les mesures biomécaniques, donc ça c'est piloté par Johanna et par les équipes de Moten sur les projets sur lesquels on travaille. Biomécanique, justement pour être garant qu'on ne déporte pas le problème lorsqu'on teste un exosquelette. Si c'est un exosquelette bras en l'air, on ne déporte pas le problème dans le dos et qu'on ait d'autres types de problèmes plus tard. Donc ça nous sert de sujet de discussion et de validation auprès des médecins du travail. Et après, il y a un paramètre qui est très très important, et sur lequel j'attache une importance assez forte, c'est les mesures subjectives. Parce qu'en fait, toute innovation est une transformation, est un changement. Et parfois, un outil industriel ou peu importe peut être totalement adapté à l'utilisation, à l'usage de l'équipe, mais celle-ci le rejette en disant que ce n'est pas utile alors que c'est complètement utile, mais c'est juste qu'en fait, ils ont peur en fait, du changement. Et donc, ces mesures subjectives, ça permet de sonder justement quels sont les signaux vis-à-vis de l'intégration d'une nouvelle technologie. Donc, aussi dans le cas des projets que l'on pilote, on réalise tout un tas de mesures subjectives pour savoir ce qui se passe bien et ce qui ne se passe pas bien au niveau de l'intégration de cette nouvelle technologie. Et ça nous sert en fait justement à un peu transformer l'essai la petite métaphore, quand on fait des projets, parce que les projets d'innovation, on se plante très souvent, mais des fois, il y a des projets qui peuvent prendre. Donc justement, ça nous permet d'augmenter un peu, d'augmenter nos chances de réussir nos projets. C'est des mesures qui sont extrêmement importantes, tout autant que les mesures biomécaniques. En termes de gouvernance, donc au début, en fait, ce programme, il était à l'état 0. Donc en fait, on a monté tout un tas de choses. On est parti de rien. Il a fallu monter l'équipe. Aujourd'hui, on est une équipe de 8 personnes, réparties entre des chefs de projet et des ergonomes. Il a fallu monter le portefeuille de projet. Il a fallu négocier les financements. On a des financements assez importants. On a l'avantage dans notre position, en fait, d'être rattaché à la direction générale. Donc en fait, la RATP est en profonde transformation. Et donc aujourd'hui, on est à la holding. Et la holding, c'est les fonctions sièges, c'est les fonctions finance, innovation, etc. Donc tout ça, c'est rattaché à la direction générale. Et après, c'est morcelé en archipel avec les services de maintenance des trains, les services d'exploitation, etc. Donc l'avantage de notre position, c'est d'être vraiment très très proche du comité exécutif et de la présidence, ce qui nous donne pas mal de moyens pour faire ce que l'on souhaite. Donc du coup,
par rapport à ça, on a une gouvernance qui se fait à plusieurs niveaux et on a constitué un portefeuille de projet à 2 niveaux. Donc, le premier niveau, c'est du bottom-up. Donc, le bottom-up, c'est on va chercher les problèmes du terrain qui n'ont pas trouvé de réponse satisfaisante et on y apporte une solution. Ça, c'est le premier aspect. Et le top-down, ça peut être 2 choses. Ça peut être du techno-push. Il y a une solution dans le commerce qui est intéressante, que ce soit pour les exosquelettes ou en réalité augmentée, que la RATP souhaite insérer parce que ça, c'est un cadre stratégique assez important. À ce moment-là, bon, on implante la technologie. Et donc, il y a le top-down des décisions aussi qui tombent directement du comité exécutif. On sait que telle problématique, c'est un gros irritant, qui a un impact sur beaucoup de monde, qui a une gravité qui est importante. Et à ce moment-là, là aussi, on doit agir. Donc, ces 2 manières nous permettent de constituer notre portefeuille de projet. Et la gouvernance, elle se bâtit à plusieurs niveaux, dans le sens où on travaille avec les unités opérationnelles, mais on a aussi des sponsors au niveau du comité exécutif. Et donc, ça, c'est pas un moindre mal, ça nous sert à accélérer considérablement les projets. Le fait d'avoir des sponsors au niveau du comité exécutif, ça permet déjà de rayonner, de donner de la visibilité, parce qu'en fait, les projets d'innovation ne sont pas obligatoires, hein. Donc, si on n'a pas des aides, forcément, on met beaucoup plus de temps à faire les choses. Et en plus, ça donne un rayonnement assez important. Donc, on est allé chercher le DRH qui nous aide pour tous les projets d'exosquelettes du groupe RATP. On est allé chercher le directeur du digital et innovation. Voilà, il nous aide à impulser cette dynamique. Donc, pour bien manager un programme comme ça, il faut s'appuyer sur la constitution de 2 étapes, en top-down et en bottom-up, pour constituer le portefeuille de projet. Et il faut aller chercher des sponsors au niveau, parce que ça nous permet de faire beaucoup plus de choses. Et c'est pour ça que sur ce programme, on a les moyens de faire pas mal de choses. Et peut-être une petite question pour toi, Nicolas, pour expliciter ce que tu viens de dire, notamment sur l'aspect bottom-up et top-down. Est-ce que tu aurais 2 exemples justement de matériel, si tu peux en citer, qui sont venus soit justement de la démarche bottom-up ou un autre en techno-push? Alors, donc le bottom-up, ça va être par exemple un sujet dont va vous parler Johanna tout à l'heure, qui est le test du gant bionique. Donc là, on avait une unité de production où on avait une personne qui peignait des pièces et qui avait des mal au poignet à la fin de la journée. Et donc, nous, dans le cadre de notre programme, on communique énormément aussi. Ça permet de polliniser les projets, ça permet d'éviter aussi de prendre son bâton de pèlerin et d'aller démarcher pour chercher des projets, parce que c'est ce qu'on fait aussi au début. Maintenant, on n'a plus besoin, mais au début de notre programme, il a vraiment fallu aller chercher les projets pour constituer le portefeuille. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est allé chercher sur le terrain. Voilà, on est venu vers nous avec un problème, on y a apporté une solution. En top-down, pardon, le Kobo. Le Kobo, oui, effectivement, aussi. Donc, il y a le Kobo de ponçage dont Johanna va vous parler également. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait en techno-push. Donc là, c'est une start-up qui est accélérée par la RATP. Donc, start-up accélérée, en gros, ça veut dire que la RATP a un contrat avec cette start-up. Elle est censée la développer, enfin, elle n'est pas censée, elle doit l'aider à se développer au niveau de sa visibilité et aussi de trouver des projets en son sein. Là, on a fait du techno-push vis-à-vis d'une start-up qui s'appelle EasyBo, qui fait du Kobo de ponçage. Et après, un top-down qui vient de la direction pour la maintenance de nos métros, RER et tramways. On a 3 grosses problématiques ergonomiques qui apparaissent en top Pareto, hein. Donc, top Pareto, c'est la loi des 80-20. En gros, on a 2-3 problèmes qui constituent 80% des problématiques ergonomiques qu'on peut trouver dans notre maintenance de nos matériels roulants. Et donc, dans ces problèmes, on a la maintenance à l'intérieur de nos métros ou la maintenance sous caisse. C'est des problèmes qui remontent régulièrement à la direction parce qu'on a beaucoup d'accidents du travail, on a beaucoup de plaintes de nos opérateurs. Ils se précipitent pas pour aller travailler sous le train. Donc, c'est quelque chose qui vient d'en haut et dans ce cadre-là, on a déployé une démarche plus globale projet pour pouvoir traiter cet irritant.
Donc voilà 3 exemples d'angles d'attaque pour nos projets. Et peu importe un peu la provenance de vos projets, tu auras la même gouvernance finalement qui se met en place. Est-ce que tu arrives un peu, si tu veux, sur un sujet qui est plus bottom-up et qui revient du terrain, à le faire quand même remonter avec la même gouvernance qu'un qui vient du Ouais. haut niveau? On, Ok. fait- on tra- on traite les projets de la même façon. En fait, on fait pas de favoritisme entre les problématiques qui remontent de la direction et et celles qui viennent des métiers. On a toujours le même angle d'attaque qui est, au début, on regarde si c'est opportun, si on peut répondre avec le champ technologique que l'on traite. On fait notre POC, on commence à objectiver une tendance, après on étend le périmètre et après on industrialise sur un plus grand périmètre. Voilà. Ok. On gère nos projets toujours de la même façon, peu importe d'où ils viennent. Ok, top. Et écoutez, justement, je pense que l'idée après, c'est de vous montrer de rentrer dans le détail de certains de ces projets. Juste avant cela, quelques informations à partager, puisque là, on a vu justement comment la RATP avait plutôt pris les principes de l'innovation, donc appliqués à leur projet, comment elle avait fait appel à l'expertise. Sur la donnée, sur la partie données, quelques chiffres dans les 9 mois de projet qu'on a pu faire ensemble. Au global, il y a eu 424 heures de mesures en cumulé qui a été fait par les équipes de la RATP. Donc c'est beaucoup, ça représente quasiment 30 jours consécutifs de données. Voilà, si on considère qu'une journée s'étale de 8 heures à 18 heures. Donc, c'est vraiment pour montrer que c'est quelque chose qui va être systématique et qui va venir nourrir les prises de décision au fur et à mesure des projets. À savoir aujourd'hui que la RATP, du coup, va systématiser avec Modern Technology, du coup, l'intégration de données musculaires. Donc, qui sont notamment surtout l'effort musculaire que va réaliser la personne entre les différents muscles pour pouvoir statuer, mais également, vous l'avez cité, donc toute la partie retour qualitatif qui va être très très importante pour la démarche. Moi, ce que j'ai compris là dans ce que vous disiez, c'est que à la fois les retours qualitatifs, ça peut être une façon de comparer avec les retours biomécaniques, mais que surtout, pour vous, c'était une manière de déceler s'il y avait déjà une adhérence sur la technologie avant même le projet, et donc de savoir si là c'est un projet qui va être plus facile à déployer ou sur lequel justement il y a plus de freins qu'il faut tacler, quoi. Et puis enfin, je pense que de toute façon tu vas y revenir, Johanna, dans les exemples, mais à savoir que en fonction, on va dire, des problématiques précises, vous pouvez y adosser soit de la mesure cardiaque, ce que vous faites de manière assez fréquente, soit de la mesure posturale, pareil, fait de manière assez fréquente, ou de la mesure justement là, de vibratoire, c'est un des projets. Là-dessus, la question moi, que je trouvais intéressante pour partager votre retour, c'est ces données-là que vous collectez, il y a une grosse masse quand même. À la fin, dans les restitutions, ça prend quelle forme et quelle est, on va dire, l'appétence de la direction pour finalement regarder la donnée, quoi. Sur la partie biomécanique, on va restituer la donnée sous forme de tendance principalement. On ne rentre pas dans un détail avec une valeur. Donc, on reste vraiment sur un bilan global sous forme de tableau avec pour chaque indicateur qu'on a évalué, donc que ce soit l'effort musculaire, la dépense énergétique, le temps passé en haute intensité. En fait, on vient démontrer une tendance qui a évolué par l'intégration du dispositif. Par contre, sur la partie vraiment subjective, donc avec les questionnaires, les entretiens que l'on passe avec les volontaires, il faut savoir que ces entretiens, ces questionnaires, on les passe à différents instants du projet. Donc, on les passe en amont d'avoir débuté l'expérimentation. Et là, on vient vraiment formuler nos questionnements au futur. Donc, on vient évaluer la représentativité de nos agents sur le nouveau dispositif qui va être intégré ensuite. Donc, on vient prendre une première température de comment les agents se positionnent par rapport à cette technologie. On les passe après, une fois qu'ils ont été formés au dispositif et qu'ils ont eu un premier usage sur le terrain. Donc, à chaud, vraiment, on vient poser un premier entretien, un questionnaire pour voir vraiment leur première réaction. Et ce qu'on n'a pas forcément mentionné, c'est qu'on réalise une phase d'habituation. Donc, pendant 3 semaines, 1 mois, on va laisser les dispositifs aux volontaires et on va leur demander d'avoir un usage selon des consignes que l'on leur donne. Donc, c'est progressif et c'est vraiment étalé sur 3 semaines, 1 mois. Et suite à ces 3 semaines, 1 mois, on revient et on passe de nouveau le questionnaire et l'entretien, ainsi que les mesures biomécaniques de fin d'expérimentation.
Et en fait, tout ça, ça nous permet vraiment d'avoir des indicateurs tout au long du projet de comment évolue leur acceptation, leur acceptabilité des dispositifs. Souvent, on a des points de vigilance qui ressortent post-formation, puisque en fait, du coup, ils n'ont pas eu le temps de vraiment s'approprier de nouvelles stratégies opératoires. Et des fois, on se rend compte qu'en fin de projet, du fait de la phase d'habituation et que là, du fait qu'ils aient eu des nouvelles stratégies opératoires, on se rend compte que c'est pas accepté et qu'ils ont encore trop de difficultés et que finalement, peut-être que ça ne répond pas aux besoins. Donc, sur la partie vraiment subjective, là, on rentre dans un niveau de détail un peu plus important que la partie biomécanique. On vient vraiment démontrer l'évolution tout au long du projet et démontrer les points de vigilance que l'on a eu aux différentes phases. Ok, top. Et bah écoute, c'est super. Est-ce que ça justement, alors on n'a peut-être pas le temps d'en basculer trois, mais est-ce que tu pourrais nous faire un peu expliciter tout ce qu'on vient de se raconter sur 2 exemples? Je te laisse plutôt la main, Johanna. Je sais pas sur lequel tu veux commencer. On peut parler sur celui-là. Nicolas vous en a parlé. Donc, il s'agissait d'expérimenter le gant bionique. Donc, avec une collègue ergonome dans le programme, il y a eu 2 cas d'usage. C'est ce qui est très intéressant sur ce projet. On a eu 2 situations de travail complètement différentes. Donc, des projets éclairs avec des micro-effectifs, c'est comment on les appelle nous. Donc, un premier projet, on a testé le gant bionique sur de la fabrication de sabots, et un deuxième projet sur celui dont vous mentionnez, Nicolas, sur de la peinture d'organes de matériel roulant. Donc, on a déroulé notre méthodologie avec de la mesure biomécanique sur l'ensemble du bras concerné. Pour le gant bionique, c'est un exosquelette actif, si vous n'avez pas forcément la référence. C'est l'Iron Hand de Biocerveau. Et du coup, sur un des projets, on s'est rendu compte que c'était pas du tout, on n'avait pas des tendances positives et du coup, on a décidé de clôturer ce projet. Tandis que sur l'autre, donc sur la fabrication des sabots, on a clôturé, on a pris la décision de ne pas poursuivre et de récupérer le dispositif du fait des résultats. Et sur la partie peinture d'organes, on a eu des résultats et des tendances positives. Et du coup, aujourd'hui, on est en train de construire avec l'atelier la mise en œuvre définitive du dispositif sur le terrain. Donc, c'est un usage qui est quotidien pour l'agent concerné. Et ça a été sur quelle temporalité projet, à peu près? Entre le moment où, tu vois, vous êtes dit, on commence. Sur l'ensemble des projets exosquelettes, en toute transparence, de l'étape E0, E1, où on identifie le besoin, on vérifie que le cas d'usage est pertinent. On a aussi toute une réflexion sur l'apport de la solution exosquelette en vérifiant qu'il n'y a pas d'autre solution avant que l'exosquelette. Donc, on essaye vraiment que ça ne devienne pas la solution miracle sur tous nos cas d'usage. Entre cet instant-là et l'instant où on prend décision finale en disant d'accord, ça fonctionne, maintenant on le met à disposition dans la vie quotidienne des agents, on est sur entre du 9 mois et du 1 an pour les exosquelettes, selon les proportions d'effectifs concernés. Et ça, c'était le cas sur le projet Iron Hand également. C'était à peu près cette temporalité-là. Iron Hand, c'est plus court. Non, c'est plus court. C'est le projet éclair. C'est un projet rapide. Ouais. Ça a duré 2-3 mois. 2-3 mois, ouais. Ok. Oui, d'accord. Donc, sur des gros projets Une petite parenthèse par rapport à ça, c'est important. Les mesures aussi, elles sont importantes pour nous. Parce qu'en fait, dans la culture des entreprises, on n'aime pas avoir des projets qui ne fonctionnent pas. Et souvent, c'est mal perçu. Donc, l'idée aussi d'avoir des indicateurs pour objectiver ce qu'on fait, c'est de montrer en fait que ça ne fonctionne pas. Et ça nous permet aussi de clôturer proprement nos projets. Donc, par exemple, pour le projet de l'Iron Hand qui n'a pas fonctionné, on avait des mesures à l'appui avec des indicateurs comme quoi ça rajoutait des contraintes. Et donc là, c'était facile de dire, oui, le projet ne fonctionne pas, on a réalisé des mesures, ça ne marche pas. Donc, c'est aussi un outil d'aide à la décision et on va dire, un argumentaire pour dire à la direction, ça ne fonctionne pas. On l'a testé, vous voyez, on a nos mesures, on a nos conclusions, on n'ira pas. Ouais. Et ça, c'est important. Ouais, typiquement, on avait des exemples, je souligne ce que tu disais, Nicolas, on avait des exemples pour des acteurs du BTP avec qui on avait travaillé. Pareil, en fait, qu'il y avait sur plusieurs solutions, il y avait la vision de la direction, la vision de l'opérateur, la vision du chef de chantier. Voilà, 3-4 visions différentes. Et en fait, le fait d'avoir une donnée un peu neutre et objective, ils nous avaient dit que ça avait accéléré, selon eux, le projet de 6 mois dans le process de décision, quoi. Ça a permis un peu en tout cas, de ne pas porter le débat là-dessus, mais plutôt sur l'après, quoi. En fait, de manière générale, mais surtout pour le management de l'innovation, faire de l'innovation,
ça impose aussi justement d'être encore plus rigoureux, je trouve, pour gérer le projet, parce qu'on va dans l'inconnu, hein, notamment. Et donc, les indicateurs, ça donne vraiment une tendance sur si si on va dans le bon sens ou si on n'y va pas. Et ça permet aussi de bien se couvrir pour la poursuite ou non des expérimentations. Ouais. Merci beaucoup. Peut-être on a le temps pour un dernier projet, Johanna, parce que je vois que le temps file. Tu voulais zoomer sur le Kobo, sur ce que tu avais en tête. C'est C'est toi qui vois. Il y a dans les différents projets que vous avez, il y avait, enfin, je pense, lui soit de maintenance là, on a... REA, soit Kobo, Oui, c'est bien, c'est soit. intéressant. Sinon, lui, il y a eu un changement d'exo, c'est ça qui est intéressant. Ah, bah vas-y, oui. On va aborder sur le maintenance RER A, parce qu'il y a une spécificité dans le projet. Donc, on est sur de la maintenance des portes du matériel roulant, donc des agents qui sont en posture bras en l'air toute la journée et une fréquence d'activité qui est quasiment quotidienne. Donc, on a testé un premier exosquelette où on s'est rendu compte que les tendances étaient positives, mais sur la partie subjective, on avait quelques contraintes encore de la part des métiers. Donc, ils exprimaient une gêne de compatibilité avec leur environnement de travail, quelques chocs dans l'environnement de travail. Et du coup, on a décidé de poursuivre l'expérimentation en modifiant l'équipement. Et du coup, là, aujourd'hui, les résultats sont positifs et on est d'ailleurs en phase d'industrialisation sur ce projet pour l'ensemble des ateliers réalisant de la maintenance porte du groupe RATP. Donc, voilà. La mesure subjective, elle est importante dans ce cadre parce qu'en fait, même si les mesures biomécaniques démontrent un gain en termes de contraintes, on diminue les contraintes au niveau des épaules, la mesure subjective, si elle indique qu'il y a déjà une gêne Ce sera pas apporté ça finira au placard, hein, et ça ne sera pas utilisé sur le long terme. Donc c'est pour ça que c'est des signaux dont il faut attacher une importance assez importante, hein. C'est le cas de le dire. Et vraiment, voilà, ça nous permet vraiment de recadrer les choses pour que tout se passe bien et que ces nouveaux dispositifs s'intègrent bien. Ouais, parfait. Alors, je vois qu'il est 11h34 pour laisser la place un peu aux questions. Peut-être en conclusion, il y aura le temps là aussi de zoomer sur d'autres exemples. Nous, on partageait un peu 3 apprentissages clés. Il y en a plein d'autres, mais en tout cas qu'on voulait vous repartager. On en a pas mal parlé, mais en fait, c'est vraiment de dire qu'il faut vraiment un positionnement, une structuration d'équipe particulière pour porter ce genre de démarche et surtout faire en sorte qu'elle soit efficace. Donc, ne pas rester en local à faire des petits tests, plutôt vraiment intégrer ça avec du support très haut. Nicolas le disait, avoir un sponsor, ça permet d'accélérer surtout l'opérationnel. On sait nous, on le voit chez beaucoup de clients, qu'en ce moment, il y a des contraintes de production qui sont très fortes, typiquement sur des activités plutôt de production comme dans les usines, avec le coût de l'énergie qui augmente ou même, on va dire, la situation actuelle. On voit beaucoup de projets, nous, où la prévention passe en second plan. Et là, je pense que ça va être vraiment important d'avoir des positionnements d'équipe avec du support haut niveau pour pas justement trop déprioriser ce genre de projet actuellement. Deuxièmement, ce qu'on a pu voir, c'est que je pense ce qui a changé avec des acteurs comme Moten, mais il y en a aussi plein d'autres qui existent sur le marché depuis quelques années, ça va être d'être capable de récupérer des données en fait biomécaniques rapidement et facilement, ce qui n'existait pas forcément avant. Et donc, c'est d'intégrer ça de manière systématique dans vos modes de fonctionnement. Et enfin, alors petit aparté, je pense que Johanna en a fait l'expérience, mais c'est que quand on récupère beaucoup de données, ça peut vite quand même devenir assez massif dans l'analyse. Et donc, faut pas sous-estimer la charge qui peut venir d'analyser ces données-là, même s'il y a des pré-mâchages qui sont possibles. À la fin, on a quand même énormément de choses de ce côté-là à regarder. C'est peut-être on va dire une sensibilité qui était moins au début dans la philosophie des ergonomes. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé aussi avec la RATP, d'essayer d'ajuster au fur et à mesure comment on restitue, nous, l'analyse de données pour que finalement, les équipes typiquement comme Johanna, soient pas noyées sous les données et qu'elles puissent vraiment en sortir de l'information valable pour leur restitution. Alors, en fait, on était passé aux questions directement. Je pense qu'il y en avait 2 en fait, qui étaient intéressantes pour vous, Nicolas. La première, c'était en fait, avant la création du programme NTAP, comment ça fonctionnait. Et également, excusez-moi, la deuxième, c'était que tu avais listé, Iris. Oui, c'était concernant le volontariat pour Ah oui. les
les POC et les phases de test. Est-ce que c'était le cas également pour les phases d'industrialisation, pardon, et comment s'effectuait ce déploiement massif? Voilà, donc question sur l'avant et sur le volontariat. Ok, Tu alors, prends le avant? ouais, je prends l'avant. Alors, l'avant, donc en fait, au début, quand je suis arrivé, j'ai dû faire une note pour le comité exécutif euh, pour expliquer en fait l'opportunité de ces nouvelles technologies au sein de la RATP et de montrer qu'on avait un écosystème qui commence à se développer. Et en fait, il y a des innovations qui sont intéressantes pour les entreprises pour plusieurs aspects. Et, euh, et nous, à la RATP, on a quand même à cœur de travailler et d'améliorer la qualité de vie au travail de nos employés. Donc, en fait, la combinaison de cet écosystème qui se développait, plus des ambitions en fait de vraiment d'agir euh, et d'utiliser le levier de l'innovation pour trouver de nouvelles solutions pour améliorer la qualité de vie au travail, ont fait que le programme a vu le jour. Et après, ça se propulse, ça s'accélère avec des biais, et notamment la communication, à laquelle j'attache une importance c'est très important la communication. Donc on fait des vidéos, j'ai un budget pour des vidéos, des articles, etc. Ça permet aussi que tous les gens dans l'entreprise, et même à l'extérieur, voilà, visualisent un peu ce qu'on souhaite faire à ce niveau-là, et ça accélère tous nos projets. Ok. C'était peut-être une question Euh, s'il y avait des projets type exosquelette avant le programme. Ah, est-ce qu'il y avait des projets d'exosquelette avant le programme? C'était ça la question? Non. Ouais, c'était aussi, enfin, c'était c'était ça. aussi dans le sens finalement avant la création de la cellule NTAP, comment la RATP faisait, enfin d'ailleurs, est-ce qu'elle faisait est-ce qu'elle s'organisait pour répondre à ce genre de problématique, et si oui, comment quoi. C'était pas un atelier à petite échelle. C'était, ouais, donc c'est ce que chuchote Johanna à l'oreille. C'était fait à l'atelier à petite échelle. Et en fait, moi, j'avais commencé dans un département de maintenance où je travaillais sur l'intégration des équipements industriels. Et donc, j'avais un directeur industriel qui venait de PSA qui m'avait demandé de travailler sur les exosquelettes. Et c'est comme ça que je me suis fait aspirer au niveau de l'innovation. En tout cas, au début, ça s'est fait vraiment très localement. Et c'est tout l'objet, en fait, de manager un programme au niveau de la direction générale, donc en transversal, parce qu'en fait, ça permet de désiloter et de tuer un peu comment dire, les projets locaux où il y a peu de moyens, où il y a peu de méthodos, souvent parce qu'en fait, c'est géré par des unités d'exploitation dont c'est pas la fonction première. Et en fait, le fait de manager ça en transverse, ça permet justement de créer cet écosystème. On a du temps aussi pour faire de la veille, pour faire du benchmark, pour vraiment structurer, essuyer les plâtres. Et donc, ça augmente les conditions de réussite de nos projets. D'accord. Merci pour cette première réponse. La deuxième question, du coup, c'était sur le volontariat. Donc, que vous systématisez pour les phases de POC et de test. Est-ce que c'est le cas pour le déploiement? Comment ça se passe à ce niveau-là? Pour le déploiement, on reste sur un outil de prévention. On n'est pas sur une qualification en tant que pays, donc on ne rendra pas l'exosquelette obligatoire. Par contre, sur le déploiement, on forme l'ensemble des métiers. Donc, on dispensera une formation à l'utilisation de l'exosquelette à tous les agents concernés. Et après, à terme, nous, on ne le rendra pas obligatoire. Donc, ce sera à eux de choisir s'ils veulent porter l'exosquelette ou non. Il y aura un accompagnement sur le terrain, sur toute l'utilisation au quotidien, un agent référent dans chaque unité pour vraiment éviter cet effet placard. Ok. Et juste par rapport à ce que dit Johanna, c'est pour aussi que l'utilisation elle soit ancrée dans les mœurs, on crée des leviers un peu, des leviers managériaux RH, justement pour inciter les agents à utiliser ces technologies. Ok. Dans la même foulée un peu justement que ce genre de questions, il y en a une autre qui vient d'arriver. C'est voilà, au-delà du coup peut-être du ROI de l'usage, quels sont à ce jour en fait les ROI des projets en question, notamment quels sont les critères de décision de financement en dehors du ROI? Est-ce que c'est la valeur actualisée nette, le taux de rendement interne, etc. Comment est finalement à la fin vous rattachez ça vous à des notions financières? Alors, malheureusement, on ne vit pas dans un monde, en tout cas chez nous, après peut-être dans d'autres entreprises, mais si on ne défend pas un ROI, c'est un peu compliqué parce que
on déploie beaucoup de moyens financiers pour tout ce qu'on fait, parce qu'il faut financer les prestations intellectuelles, il faut financer l'équipe, il faut financer les technologies, donc ça demande beaucoup de moyens. Bien sûr, l'angle d'attaque, c'est les mesures. C'est de dire qu'on réduit de 30% les contraintes au niveau des épaules, que ça favorise la qualité de vie au travail, que le fait d'introduire un exosquelette, c'est valorisant. On a d'autres choses aussi, hein, enfin, la marque employeur. On utilise des exosquelettes, c'est innovant, donc on dit ça pour la marque employeur. Mais enfin, en tout état de cause et en toute sincérité, si on ne défend pas un ROI, on ne débloque pas des moyens. Donc nous, on a fait une simulation au niveau de la RATP pour le ROI, pour justement nous aider à financer ces projets. Et sans ça, on n'aurait pas pu le faire. D'accord. Parfait. Est-ce que même vous allez jusqu'à essayer de rattacher les réductions ou les bénéfices pour la santé à vos chiffres internes d'arrêt maladie, d'accident du travail ou alors simplement d'absentéisme? Ouais. Alors oui, on le fait. Par contre, la simulation, clairement, elle est impossible. Enfin, de faire un ROI sur un angle de prévention, c'est super compliqué parce qu'en fait, c'est une approche d'analyse de risque et on ne sait pas de combien exactement on va diminuer le nombre d'arrêts de travail. On sait forcément que ça va avoir une influence, mais un accident du travail, on ne sait pas à quoi il est dû à l'instant T, on ne sait pas quand il va arriver. Donc, il est très compliqué de dire je dépense 50 000 euros en exosquelette, c'est quelque chose qu'on se prend directement dans la figure. Et derrière, on va gagner en accident du travail parce qu'on sait que l'accident il va tomber dans 1 an, 2 ans. Ça, on ne peut pas faire cette simulation. Donc, on a fait une approche analyse de risque où on a dit on va diminuer de 30, 20, 30% dans les années à venir les accidents du travail. Ok. Et après, il y a tout un effet de bord aussi sur la surcharge des équipes au niveau de la production, etc. Mais en tout état de cause, c'est quelque chose qui est très très compliqué à défendre, hein, parce que contrairement à des coûts de production comme en ligne, où on sait que sur un poste de travail qui dure 5 heures, on va passer à 4h30, l'approche de prévention, elle est toujours très très délicate. Ouais, c'est clair, ça, c'est sûr et certain, comme elle est long terme et assez indirecte, ça peut être critiquable d'essayer de le joindre par une simulation. Ouais. Ça se fait facilement démonter. Ouais, c'est toujours du gros doigt mouillé. Voilà. Néanmoins, effectivement, c'est le doigt mouillé. Après, je pense que quand même, elle reste. Nous, on pense en tout cas chez Moten qu'elle reste intéressante. Elle a le mérite, en fait, ça a toujours le mérite d'essayer de le faire pour montrer voilà, qu'il y a quand même quelque chose qui est attendu. Je vois sur les questions, en fait, sur la question qui était posée, c'était aussi de voir quels sont les autres critères financiers. On n'aura pas le temps, je pense, là, aujourd'hui, dans le temps qui reste, de revenir là-dessus. Mais du coup, peut-être en aparté et à la suite de ce webinaire, on répondra à la question tête à tête reposée. Je voyais une dernière question qui était intéressante. C'était comment avez-vous réussi à objectiver le fait qu'il n'y aura pas de nouveaux risques ou contraintes à long terme pour les opérateurs? Ou en tout cas, comment vous essayez peut-être de l'objectiver, cette partie-là? Sur la partie risque, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'exosquelette modifie les documents uniques. Donc du fait de son intégration, il y a une nouvelle case, hein, sur le document unique puisqu'il comporte des risques. Nous, sur le long terme, on prévoit de faire un suivi à moyen et à long terme sur, justement, ce facteur-là de contrainte à long terme pour les opérateurs. Là, à date, aujourd'hui, je pourrais pas répondre puisqu'on n'est pas sur un phénomène de long terme encore. Mais quand on y arrivera, on a projeté, on a prévu de faire justement un bilan à moyen long terme. D'accord. Dans cette foulée aussi de suivi un peu à l'extérieur du projet, peut-être la dernière question pour clôturer ce webinaire, c'était comment a réagi la médecine du travail? En tout cas, comment se passent les échanges au quotidien avec le programme que vous avez mis en place? Tout va bien. Non, en fait, la médecine du travail, déjà, quand le programme a été créé, ils ont eu une présentation, sur, la méthodologie et cetera. Et nous, dans chaque projet, on intègre le médecin référent. En amont de la présentation au métier, on lui fait une présentation de ce que l'on prévoit faire comme méthodologie, le type d'équipement et ensuite il est intégré à chaque instant de décision du projet.
jusqu'au bout. On les intègre au maximum avec nous et aujourd'hui, honnêtement, on n'a aucun sujet négatif avec la médecine du travail. Ouais, ça se passe bien. Et en fait, les mesures, la typologie de mesures que l'on fait a été co-construite avec la médecine du travail. Donc en fait, ils ont été en fait prescripteurs sur le type de mesures que l'on réalisait. Oui, voilà, je pense que c'est clair que la clé, c'est de les mettre dès le départ dans le projet, d'être en Voilà, prescripteur et surtout de exactement. construire les indicateurs avec eux pour pas Ouais, qu'ils aient en fait, finalement, avoir devant les yeux des indicateurs sur lesquels ils n'ont pas de exactement. connaissances ou de vrais regards. Alors, je Et suis désolé pour vous, il y a une dernière question qui était vraiment intéressante aussi parce que je pense que elle fait quand même pas mal de sujets, nous aussi, chez d'autres clients dans le contexte. C'était est-ce que, pareil, comment vous, en fait, dans le même genre qu'avec la médecine du travail, mais avec les syndicats, comment vous interagissez avec eux? Est-ce que, en fait, d'ailleurs, ils interviennent dans vos projets et comment ça se passe à ce moment-là? C'est exactement la même chose. On les intègre dès le début, on les informe du projet et on leur propose de passer sur site, voir ce qui se passe. Sur la partie syndicat, ils n'ont pas, autant de regard que la médecine du travail, qui la médecine va vraiment regarder nos résultats, va vraiment regarder les indicateurs. Les syndicats, on leur propose de passer sur site, voir ce que l'on fait, leur présenter le projet. Ils sont autant intégrés, enfin, on leur donne les informations. Il y a pas de sujet particulier ouais. tant qu'ils ont les informations, en fait. Par contre, s'ils apprennent que, il y a un projet qui a été réalisé et qu'ils n'ont pas eu l'information, là, c'est moins drôle. Et juste pour rebondir par rapport à ce que dit Johanna, en fait, c'est tout le début, tout l'intérêt du début de cadrage de projet. En fait, on constitue l'équipe projet et dans notre équipe projet, on a un PRPS qui va justement dire ou ne pas dire, ou donner ou ne pas donner certaines informations aux CSSCT, aux élus, etc. Donc, on a le PRPS, on a le médecin du travail, on a l'unité de production et on a un chef de projet et un ergonome. C'est toujours 4-5 personnes. Et, euh, et voilà, donc la partie médecine, on intègre le médecin dès le début du management de projet. Et le PRPS permet de justement traiter les informations. On ne gère pas directement les instances avec les syndicats. C'est le PRPS qui fait ça pour nous, c'est un point d'entrée. D'accord. Donc, il va y avoir aussi un lien parfois qui va être indirect selon la situation du projet, quoi. Ouais. Très bien. Eh ben, écoutez, je vois qu'on a déjà dépassé d'un peu moins de 10 minutes, de toute façon, le temps qu'on avait. Donc, je voulais surtout vous remercier d'abord, Johanna et Nicolas, pour votre temps et pour ce retour d'expérience et de comment voilà, ça fonctionne au sein de la RATP. Et puis, forcément aussi remercier l'ensemble des participants. L'ensemble du webinaire il sera disponible même après par vidéo. Et puis pour les questions qui restaient dans le chat, voilà, on fera le maximum pour revenir vers vous dans les prochains jours à ce sujet. Merci, Oui, merci. Merci, voilà. bonne journée. Et merci également à tous. Très bonne journée. Au revoir.